Griselidis, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezois. Contes en vers de Charles Perrault. Griselidis, nouvelle, première partie. À mademoiselle, en vous offrant jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe né pour plaire trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tout s'y règle selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Griselidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de riser, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Au pied des célèbres montagnes, où le Pô s'échappant de dessous ses roseaux va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince, les délices de la province. Le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il y a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'aux grands rois. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars, et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que quand même le ciel pour lui plein de tendresse formerait une autre Lucrèce, jamais de l'hyménée il ne suivrait les lois. Ainsi, quand le matin qu'il donnait aux affaires, il avait réglé sagement toutes les choses nécessaires au bonheur du gouvernement, que du faible orphelin, de la veuve oppressée, il avait conservé les droits, ou banni quelque impôt qu'une guerre forcée avait introduit autrefois, l'autre moitié de la journée, à la chasse était destinée, où les sangliers et les ours, malgré leur fureur et leurs armes, lui donnaient encore moins d'alarme que le sexe charmant qu'il évitait toujours. Cependant ces sujets que leur intérêt presse de s'assurer d'un successeur qui les gouverne un jour avec même douceur, à leur donner un fils le conviait sans cesse. Un jour dans le palais ils vinrent tous encore pour faire leurs derniers efforts. Un orateur d'une grave apparence, et le meilleur qu'il fût alors, dit tout ce qu'on peut dire en pareille occurrence. Il marqua leur désir pressant de voir sortir du prince une heureuse lignée qui rendît à jamais leur état florissant. Il lui dit même, en finissant, qu'il voyait un astre naissant issu de son chaste hyménée qui faisait pâlir le croissant. D'un ton plus simple et d'une voix moins forte, le prince à ses sujets répondit de la sorte: le zèle ardent, dont je vois qu'en ce jour vous me portez au nœud du mariage, me fait plaisir, et met de votre amour un agréable témoignage. J'en suis sensiblement touché, et voudrais dès demain pouvoir vous satisfaire. Mais à mon sens l'hymen est une affaire où plus l'homme est prudent, plus il est empêché. Observez bien toutes les jeunes filles. Tant qu'elles sont au sein de leur famille, ce n'est que vertu, que bonté, que pudeur, que sincérité. Mais sitôt que le mariage au déguisement a mis fin, et qu'ayant fixé leur destin il n'importe plus d'être sages, elles quittent leur personnage, non sans avoir beaucoup pâti, et chacune dans son ménage selon son gré prend son parti. L'une d'humeur chagrine, et que rien ne récrée, devient une dévote outrée,
qui crie et gronde à tout moment. L'autre se façonne en coquette, qui sans cesse écoute ou caquette, et n'a jamais assez d'amant. Celle-ci des beaux-arts follement curieuse, de tout décide avec hauteur, et critiquant le plus habile auteur prend la forme de précieuse. Cette autre s'érige en joueuse, perd tout, argent, bijoux, bagues, meubles de prix, et même jusqu'à ses habits. Dans la diversité des routes qu'elles tiennent, il n'est qu'une chose où je vois qu'enfin toutes elles conviennent, c'est de vouloir donner la loi. Or, je suis convaincu que dans le mariage on ne peut jamais vivre heureux quand on y commande tous deux. Si donc vous souhaitez qu'à l'hymen je m'engage, cherchez une jeune beauté sans orgueil et sans vanité, d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée, et qui n'ait point de volonté. Je la prendrai quand vous l'aurez trouvée. Le prince ayant mis fin à ce discours moral, monte brusquement à cheval et court joindre à perte d'haleine sa meute qui l'attend au milieu de la plaine. Après avoir passé des prés et des guérets, il trouve ses chasseurs couchés sur l'herbe verte. Tous se lèvent et tous alertes font trembler de leur corps les hôtes des forêts. Des chiens courant l'aboyante famille, de çà de là parmi les chaumes brillent, et les limiers à l'œil ardent, qui du fort de la bête à leur poste reviennent, entraînent en les regardant les forts valets qui les retiennent. S'étant instruit par un des siens, si tout est prêt, si l'on est sur la trace, il ordonne aussitôt qu'on commence la chasse, et fait donner le cerf aux chiens. Le son des cors qui retentissent, le bruit des chevaux qui hennissent, et des chiens animés les pénétrants abois, remplissent la forêt de tumulte et de trouble, et pendant que l'écho sans cesse les redouble, s'enfoncent avec eux dans les plus creux du bois. Le prince, par hasard ou par sa destinée, prit une route détournée, où nul des chasseurs ne le suit. Plus il court, plus il s'en sépare. Enfin à tel point il s'égare, que des chiens et des cors il n'entend plus le bruit. L'endroit où le menace sa bizarre aventure, clair de ruisseaux et sombre de verdure, saisissait les esprits d'une secrète horreur. La simple et naïve nature s'y faisait voir, et si belle et si pure, que 1000 fois il bénit son erreur. Rempli des douces rêveries qu'inspirent les grands bois, les eaux et les prairies, il sent soudain frapper, et son cœur et ses yeux, par l'objet le plus agréable, le plus doux et le plus aimable qu'il eût jamais vu sous les cieux. C'était une jeune bergère qui filait au bord d'un ruisseau, et qui, conduisant son troupeau d'une main sage et ménagère, tournait son agile fuseau. Elle aurait pu dompter les cœurs les plus sauvages, délice son teint à la blancheur, et sa naturelle fraîcheur s'était toujours sauvée à l'ombre des bocages. Sa bouche de l'enfance avait tout l'agrément, et ses yeux qu'adoucit une brune paupière, plus bleue que n'est le firmament, avaient aussi plus de lumière. Le prince, avec transport dans le bois se glissant, contemple les beautés dont son âme est émue. Mais le bruit qu'il fait en passant, de la belle sur lui fit détourner la vue. Dès qu'elle se vit aperçue, d'un brillant teint carnal à prompte et vive ardeur, de son beau teint redoubla la splendeur, et sur son visage épandu, y fit triompher la pudeur. Sous le voile innocent de cette honte aimable, le prince découvrit une simplicité, une douceur, une sincérité, dont il croyait le beau sexe incapable, et qu'il voila dans toute leur beauté. Saisi d'une frayeur pour lui toute nouvelle, il s'approche interdit, et plus timide qu'elle, lui dit d'une tremblante voix que de tous ses veneurs il a perdu la trace, et lui demande si la chasse n'a point passé quelque part dans le bois. Rien n'a paru, seigneur, dans cette solitude, dit-elle, et nul ici que vous seul n'est venu. Mais n'ayez point d'inquiétude, je remettrai vos pas sur un chemin connu. De mon heureuse destinée je ne puis, lui dit-il, trop rendre grâce aux dieux. Depuis longtemps je fréquente ces lieux, mais j'avais ignoré jusqu'à cette journée ce qu'ils ont de plus précieux. Dans ce temps, elle voit que le prince se baisse sur le moite bord du ruisseau, pour étancher dans le cours de son eau la soif ardente qui le presse. Seigneur, attendez un moment, dit-elle, et courant promptement vers sa cabane, elle y prend une tasse qu'avec joie et de bonne grâce elle présente à ce nouvel amant. Les vases précieux de cristal et d'agate, où l'or en 1000 endroits éclate, et qu'un art curieux avec soin façonna, n'eurent jamais pour lui, dans leur pompe inutile, tant de beauté que le vase d'argile que la bergère lui donna. Cependant, pour trouver une route facile qui mène le prince à la ville, il traverse des bois, des rochers escarpés et des torrents